Bonjour à tous, nous étions 7 personnes pour ce café philo du lundi de Pâques. Nous sommes de petits groupes depuis quelque temps. En fait, depuis la Covid, le café philo n'a jamais retrouvé sa pleine dynamique. Ce qui en soi, être en petit groupe n'est pas désagréable. Le grand nombre permet de croiser une diversité plus grande d'horizons. Le petit nombre permet peut-être d'aller plus profondément sur certains aspects. Mais c'est pour le dire rapidement, car la qualité des échanges au sein d'un groupe dépend de la qualité des écoutes et de la compréhension de chacun des membres à l'égard de tous les autres. Et d'une certaine manière, même si nous sommes peu nombreux, le groupe n'est jamais tout à fait le même parce qu'il y a des nouveaux, si bien que sa dynamique est renouvelée chaque lundi. Bien, passons à notre sujet. Paul nous a proposé un sujet venu tout droit de sa création qui est intitulé La valeur ajoutée de la vie. Alors nous allons préciser un peu ce titre, mais il était accompagné de quelques questions que voici. Est-il important de trouver son but dans sa vie? Seconde question, si on trouve son but, doit-on œuvrer chaque jour pour l'accomplir? Et deux autres sous-questions, si on l'achève durant notre vivant, est-on plus heureux d'y avoir pleinement contribué et de l'avoir réalisé? Et finalement, être heureux est-il égoïste, important ou autre chose? Donc la proposition que nous avons faite, c'est plutôt de nous attacher à la première question. Est-il important de trouver un but ou son but dans sa vie, puisque les autres découlent de cette première question? Et il y a eu une première réserve que voici. Le terme valeur ajoutée est normalement réservé à la richesse produite par les activités d'une entreprise, ce qui en soi est un peu gênant d'associer une notion d'économie d'intérêt pécunier à celui du sens de la vie. Seconde réserve, l'idée d'ajouter est associée à un plus, comme si la valeur de la vie ne se trouvait pas dans la vie elle-même. Enfin, troisième réserve, Paul a fait référence, pour introduire son sujet, à un cours de physique dispensé au lycée où son professeur expliquait que toute action réalisée sur une matière constituait une valeur ajoutée, alors qu'en réalité, une action peut faire perdre de la valeur à une chose ou à une matière et aussi conduire vers plus d'entropie. Nous n'avons pas voulu pour autant disqualifier la question, mais en comprendre l'esprit, à savoir de l'importance de pouvoir dégager de sa vie un rapport de sens. Commençons par la question de Michael. Est-ce que de l'activité physique qui se trouve transformée, quelle est pour cause l'action humaine ou pas, tu aurais repéré quelque chose de l'ordre du sens? En fait, cette question va ouvrir sur trois autres questions. La question du sens peut-elle être indépendante de l'activité de la matière, que ce soit au niveau de l'atome ou à l'échelle du cosmos et des planètes? Autrement dit, s'il y a du sens dans l'univers, celui-ci est-il indépendant des structures de la matière? Après tout, il a fallu un choc de météorites pour que la Lune soit créée et, grâce à elle, que du vivant se développe sur la Terre. Seconde question, la matière et la vie biologique sont-ils interdépendants de telle sorte que les questions de sens les relieraient également ensemble? Là aussi, on sait que la structure biologique du vivant, par exemple l'ADN, agit sur la manière dont le vivant s'exprime. Troisième question, vie biologique, matière et activité humaine, l'ensemble se combine-t-il de telle sorte qu'il génère des activités de sens, de sorte que agir sur l'un des aspects, c'est produire des effets sur un autre? Enfin, quatrième question, et c'est plutôt celle-ci que nous allons approfondir. Chacun de ces niveaux aurait un sens en lui-même, tout en ayant des effets de feedback sur les autres, mais selon des temporalités et des décalages dont les répercussions ne sont pas immédiatement perçues. Par exemple, l'expansion de l'univers traduit un sens en lui-même, mais pas d'effet immédiat sur la vie biologique. Le biologique, dans son évolution et la manière de se structurer, a affecté directement l'homme, puisqu'il est le produit de cette évolution, mais l'homme ne se réduit pas à ses besoins biologiques, il est également un être de conscience qui s'exprime par ses activités. Les activités humaines, quant à elles, ont un sens et des effets sur les vivants
qui, à leur tour, affectent les êtres humains. C'est typiquement les effets de la pollution, les atteintes à la biodiversité, mais, et c'est cette quatrième question qu'il nous faut préciser, c'est la manière dont l'être humain pense le sens qu'il affecte prioritairement, lui, les autres, et sa manière de se coordonner avec ses semblables et avec le vivant en général. Dans la suite du débat, nous avons abordé d'autres questions, comme celle de la mort, qui est centrale, c'est-à-dire à partir de laquelle les êtres humains tendent à se questionner sur le sens de la vie, ou au contraire à occulter ce questionnement pour se protéger de l'angoisse de la mort. Il y a eu la question du plaisir, qui est comme un envers de la mort, profitons-en avant qu'elle ne nous frappe. Bien entendu, à vouloir organiser sa vie autour des plaisirs, de quelle manière cela va-t-il en définir le sens? Généralement, après une phase d'excitation qui peut varier en longueur et en intensité, on peut avoir l'impression que la vie en devient artificielle et vaine. Les plaisirs sont en fait directement liés à notre biologie, donc ils ont des durées de vie assez courtes, ils restent individuels, tout en étant liés en partie à autrui, en ce sens qu'ils prennent de la valeur dans la mesure où ils sont partagés. Or, mais c'est une autre limite, ils sont toujours partagés sur des registres limités, c'est-à-dire avec quelques amis, sur un registre de la qualité, c'est-à-dire jusqu'à un certain point, et aussi en intensité. Et finalement, nous en revenons à notre point de départ, où nous n'échappons ni à l'ennui, ni à la mort. Enfin, nous avons parlé d'histoire. Tirons-nous des leçons de l'histoire? De façon générale, si nous répondons rapidement, non. Les guerres et les atrocités semblent se répéter. L'histoire par elle-même n'implique pas d'évolution. Mais d'un autre côté, les grandes organisations internationales, tout aussi imparfaites et corrompues qu'elles soient aujourd'hui, sont nées en réponse à une histoire, notamment à celle des guerres mondiales. Donc, bien entendu que nous pouvons tirer des leçons de l'histoire, et il conviendrait de le faire par rapport aux grandes organisations internationales aujourd'hui. Comment finissent-elles par se corrompre? Pour quelles raisons les grandes nations et le Conseil de sécurité de l'ONU ne s'empêchent-ils pas eux-mêmes de se faire la guerre? Comment finissent-ils par rompre les grands équilibres, par promouvoir des guerres plutôt que la paix? Donc nous pouvons tirer des leçons de l'histoire, cela dépend d'une manière de la concevoir et de la volonté des peuples, mais surtout de celle de leurs dirigeants à ne pas reproduire ce qu'ils ne souhaitent pas voir se reproduire. Mais nous n'avons pas développé ce thème plus avant. Il porte bien sur des valeurs, ce sont des valeurs de droit, de justice, et qui plus est sur un plan international, mais elles sont moins liées à des valeurs en soi, par rapport à un but que l'on pourrait se fixer, alors même qu'il peut y avoir des liens à faire entre les valeurs en soi et celles qui peuvent être pensées sur un plan anthropologique et universel via ce qu'on appelle des constantes anthropologiques. Il y a l'angle de la subjectivité qui consiste à ressentir des choses, à entrer en dialogue avec soi et à pouvoir apprécier jusqu'à quel point nous nous accordons avec ce que nous ressentons. C'est grosso modo l'angle de la phénoménologie, c'est-à-dire des choses telles qu'elles nous apparaissent et de la façon dont nous les apprécions et les pensons. Et il y a l'autre angle, celui de l'objectivité, qui est une approche empirique et par laquelle on se donne les moyens de mesurer et de quantifier ce que nous observons. Mais dans les deux cas, nous ne sortons pas absolument de la subjectivité, puisque c'est toujours à partir de soi que nous observons les choses, soit en direction de notre appréciation personnelle, soit en direction d'une extériorité, mais qui sera toujours limitée à l'expérience que nous avons, aux appareils de mesure dont nous disposons et à une quantité d'informations que nous avons pu récolter. Dans tous les cas, on peut observer une tendance à ne vouloir s'en tenir qu'à soi-même, aux convictions que l'on construit dans son intériorité, tout en bricolant ce que l'on peut prendre des discours provenant du religieux, de la science, du politique, ou encore de tout ce que l'on entend autour de soi et sur les réseaux. Deux choses ressortent. C'est une totale disparité des consciences, en ce sens que chacun se bricole lui-même son individualité, ce qui tend à isoler l'être en lui-même et à fragiliser nos relations, car la valeur, le sens et l'expérience du partage se perdent en même temps que se perd ce qui nous est commun.
Chacun devient comme étranger autant aux autres qu'à lui-même en finalité. L'autre chose qui se perd ou qui probablement se révèle par son manque, c'est l'absence de valeur de transcendance pour éprouver tout à la fois nos limites, nos affects, le sentiment que l'on a de notre être et de la conscience que nous en avons dans le dépassement de notre individualité. C'est-à-dire, en même temps que le commun se perd dans le partage, il se perd également dans la possibilité qui nous est donnée de nous dépasser. Nous n'avons plus d'horizon commun, ni intérieur, ni extérieur, d'où le repli dans lequel aujourd'hui chacun tente de s'y retrouver. Nous sommes comme orphelins de sens, nous devons apprendre à nous construire nous-mêmes tout en étant attentifs au piège de l'individualisme et d'une autonomie trompeuse qui nous donne l'illusion de nous croire suffisants en soi-même parce que économiquement et psychologiquement, nous nous éprouvons que dans ce sens. Des auteurs également ont été mentionnés, comme Francisco Varela, l'auteur de L'Inaction, la référence est dans le forum, mais aussi Socrate, Gandhi ou encore Obama. L'idée est que ponctuellement, il y a des situations et des personnages qui semblent, par leurs écrits, leur travail, leurs exemples, éclairer ici et là l'humanité. Ils peuvent être des ressources et nous inspirer à leur tour. La condition pour que cela se fasse consiste peut-être à ce que nous apprenions, certes à penser par nous-mêmes, et surtout que nous apprenions et que nous nous efforcions à dialoguer précisément pour travailler cette idée de dépassement par le fait même de nos dialogues et de nos réflexions mises en partage. En fait, c'est la conclusion à laquelle nous sommes parvenus et c'est le but même des cafés philo que celui de travailler à l'intersubjectivité dans le partage de nos réflexions. Cette pratique porte en elle des exigences de discernement, d'écoute, d'analyse de la pensée d'autrui, du dépassement de nos a priori immédiats. En fait, on travaille à l'idée d'un commun qui se construit en permanence et qui est une forme de réponse et de résistance à la dislocation sociétale et politique que nous imposent nos gouvernements et les lobbies de la finance. Merci de votre écoute, on se dit à une prochaine fois pour continuer l'aventure d'une réflexion qui se construit dans le partage. Au revoir.